Comment froisser la réserve héréditaire? Autrement dit, comment avantager l'être cher au détriment des héritiers réservataires que sont les enfants. Donc voici les différentes solutions. Le mariage avec les libéralités entre époux, voire les avantages matrimoniaux pour les régimes de communauté, le quasi-usufruit, l'assurance vie, la société civile avec des parts de préférence ou la SAS avec des actions de préférence, la société civile avec démembrement croisé de parts sociales, le prêt à usage, dit aussi le commodat, de legs universel, le testament, la tontine et la résidence habituelle à l'étranger. Alors, qu'est-ce que c'est que la réserve héréditaire? La loi attribue à certains héritiers une part de la succession qui leur revient obligatoirement, la réserve héréditaire, pas touchée à la réserve. Et les héritiers réservataires sont les enfants, les descendants, donc les enfants ou les petits-enfants par le jeu de la représentation, et en l'absence de descendants, le conjoint survivant. Et l'autre part, la quotité disponible ordinaire, eh bien c'est la part du patrimoine dont le futur défunt peut librement disposer de son vivant en faveur de quiconque. Et la réserve et donc la quotité disponible ordinaire ne sont connues qu'au moment du décès. Et l'importance, la valeur de l'un et de l'autre varie selon la composition de la succession. Donc de quoi se compose la succession? La succession en vers se compose des biens propres du défunt et en principe de la moitié des biens communs pour les régimes de communauté ou de la moitié des biens indivis pour les régimes séparatistes ou en union libre ou en pax. Et après calcul des récompenses ou des créances qui vont tenir compte des mouvements de patrimoine entre biens propres, biens communs ou biens indivis, eh bien, on va procéder à un partage. Voilà. Et donc, la succession se compose, en principe, des biens propres du défunt et de la moitié des biens indivis ou de la moitié des biens communs. Les créances, les récompenses, on parle de créances pour tenir compte des mouvements entre les patrimoines et notamment en indivision, donc union libre, pax et les régimes séparatistes, séparation de biens ou participation aux acquis. Et quand on a affaire à des régimes communautaires, on parle de récompenses. De quoi s'agit-il donc? On va tenir compte des transferts de biens propres, voire de biens communs ou de biens indivis entre eux. Et si l'un des patrimoines a profité, s'est enrichi au détriment d'un autre, on va calculer donc la créance ou la récompense et on va les calculer et on va, au moment de la succession, en tenir compte. Et les causes de liquidation du régime matrimonial, eh bien, c'est 3 solutions: le divorce, le décès ou le changement du régime matrimonial. Et comment est calculée la réserve héréditaire? Eh bien, on fait aux biens existants au moment du décès, on va réunir, on va faire une addition, ce qu'on appelle la réunion fictive, de toutes les donations antérieures, connues. Si c'est une donation partage, on va additionner à la valeur au jour de la donation partage, et si ce n'est pas une donation partage, eh bien, on va prendre la valeur de la donation au moment du décès. Et on obtient le total, et c'est la masse de calcul de la réserve. Et une fois qu'on a cette masse, on va imputer la libéralité soit sur la quotité disponible ou la réserve. En principe, une donation, sauf précision, est faite sur la réserve héréditaire, pour le surplus sur la quotité disponible ordinaire, mais je peux très bien décider, dans l'acte de donation, que la donation portera
sur la quotité disponible ordinaire, si je veux avantager. Et donc, si c'est un enfant, mais là, on ne veut pas que ce soit l'enfant, hein, mais si c'est l'enfant, si j'impute la libéralité sur la quotité disponible ordinaire, il recevra de toute façon au moins sa réserve héréditaire. Donc, il est avantagé. Donc, je vais attribuer ici la quotité disponible ordinaire à l'être cher que je veux protéger. Hein, donc après, une fois qu'on a cette addition, on impute les libéralités sur la réserve ou sur la quotité disponible ordinaire, et ensuite, on peut être amené à réduire les libéralités excessives qui portent atteinte à la réserve d'un héritier. Il a de toute façon droit à sa réserve. Et ceci n'est connu qu'au moment du décès. Et voilà le montant de la quotité disponible ordinaire et de la réserve. Donc quand j'ai des descendants directs, enfants ou petits-enfants par le jeu de la représentation, si j'avais un enfant ou petits-enfants par représentation, on va dire enfant, la quotité disponible ordinaire est de la moitié, la réserve de la moitié. Si j'ai deux enfants, un tiers de quotité disponible ordinaire, deux tiers de réserve, un tiers chacun. Et si j'ai trois enfants et plus, un quart de quotité disponible ordinaire et donc trois quarts de réserve. Je vous ai indiqué ensuite quotité disponible et réserve quand il n'y a pas de descendants. Avantager l'être cher, le mariage. Bon. Donc, on va comparer les droits du conjoint, quand je dis conjoint, c'est marié, les droits du conjoint de l'époux, donc du conjoint survivant, avec les droits du partenaire pacsé survivant ou du concubin survivant. Donc, voici le montant de la succession. Pour les époux mariés, la succession, on l'a vu, se compose des biens propres du défunt et de la moitié des biens de la communauté, voire plus, en présence d'avantages matrimoniaux. Pour les régimes de communauté, la clause d'attribution intégrale, par exemple, attribue la totalité des biens communs au conjoint survivant. Ou pour les régimes séparatistes, séparation de biens, participation aux acquis, c'est la moitié des biens indivis, en plus des biens propres du défunt. Si je suis pacsé, si j'étais pacsé, puisque je suis mort, le pacsé survivant a droit à mes biens propres plus la moitié des biens indivis, pareil pour le concubin. Et en l'absence de dispositions particulières, pour les époux, on a les droits légaux du conjoint survivant. Et les droits légaux, c'est un quart en pleine propriété ou 100% de la succession en usufruit. Si les enfants sont tous issus du même lit, le conjoint peut opter pour l'un ou pour l'autre. S'il y a des enfants d'un autre lit, le conjoint survivant ne peut pas choisir la totalité en usufruit, il ne peut prendre qu'un quart en pleine propriété. Sinon, pour le pacsé survivant ou le concubin survivant, ils n'ont aucun droit sur la succession. Pour les favoriser, eh bien, il faut faire un testament pour leur attribuer la quotité disponible. Il y a deux quotités, la quotité disponible spéciale du conjoint survivant, avec le plus souvent les trois options indiquées, mais on fait ce qu'on veut, hein, et la quotité disponible ordinaire, on a vu l'importance, qui dépend du nombre d'enfants, pour les partenaires pacsés survivants ou le concubin survivant. La quotité disponible spéciale du conjoint survivant offre les trois options, le plus souvent, 100% en usufruit, un quart en pleine propriété plus trois quarts en usufruit. Les enfants n'héritent que de la nue propriété. Donc, vous voyez bien qu'une donation entre époux va renforcer les droits du conjoint et c'est forcément au détriment des enfants. Ou troisième option, le conjoint survivant peut prendre la quotité disponible ordinaire.
Et pour le partenaire pacsé ou concubin, la quotité disponible ordinaire. Alors je vous ai mis ici la fiscalité, mais ce n'est pas le sujet, donc je passe. C'était pour montrer que le Pacs et le mariage, il y a un point commun, c'est uniquement la fiscalité, mais pas sur les droits du conjoint survivant. La fiscalité des partenaires pacsés est alignée sur celle des conjoints, alors que les concubins, une taxation à 60%. Le mariage, on distingue les régimes séparatistes et les régimes communautaires. Régime séparatiste, séparation de biens, participation aux acquits, et les 3 régimes de communauté, les communautés réduites aux acquits, la communauté de meubles et acquits, l'ancien régime légal, avant 1966, et la communauté universelle, moitié-moitié. Mais en fait, il n'y a pas 5 régimes. Si on fait un contrat de mariage, on fait ce qu'on veut. J'ai un contrat de mariage qui est de la philosophie communautaire en cas de décès et de philosophie séparatiste en cas de divorce. Bon, je me suis amusé. Pour les régimes séparatistes, priorité aux biens propres, sont en indivision. Il n'y a pas de communauté dans les régimes séparatistes. C'est soit des biens propres ou des biens indivis. Et sont en indivision les biens acquis ensemble et notamment aussi tous les biens dont on ne peut pas apporter la preuve de propriété. Pour les régimes communautaires, il y a priorité aux biens communs. On distingue les biens propres et les biens communs. Et en fait, il va y avoir, si on ne prend pas garde ou si on n'est pas attentif, il y a naturellement une aspiration par la communauté des biens propres. Donc, ce qui renforce la protection du conjoint survivant. C'est ce qu'on recherche ici. L'indivision et la différence avec une communauté, une indivision, le partage de la division peut être demandé à tout moment. Et un indivisaire peut céder, par exemple, sa part indivise ou la donner. Alors que la communauté, elle n'est partagée qu'au moment de la dissolution. Divorce, décès, voire parfois changement du régime. Alors qu'un époux, lui, ne peut pas céder la moitié de la communauté et pour donner un bien commun, il faut impérativement l'accord du conjoint commun en bien. Donc, quels sont les critères de choix? Le régime séparatiste, priorité aux biens propres, gérer librement ses biens, l'indépendance, se protéger de la poursuite des créanciers. Et ça, c'est une fausse idée parce que la protection ne joue que si c'est une entreprise individuelle pour laquelle, par exemple, la responsabilité est indéfinie. Mais pour les sociétés à responsabilité limitée, la SARL ou la SAS ou la société anonyme, il n'y a aucune raison pour qu'on dise à l'entrepreneur « Ah, pour protéger, il faut se marier en régime séparatiste ». Ça, c'est une croyance. Autre critère de choix, pouvoir reprendre ses biens en cas de rupture ou de divorce, privilégier ses enfants à son décès. Ce que je n'attribue pas à mon conjoint, ça va directement à mes enfants. Et pour les familles recomposées, c'est bien aussi si la volonté est que les biens passent à mes propres enfants et non pas aux enfants de mon conjoint. Les régimes communautaires qui donnent la priorité aux biens communs donc, sont mieux adaptés pour protéger le conjoint survivant. Et vous voyez bien que plus j'attribue un patrimoine à mon conjoint, moins les enfants vont recevoir. Ils recevront peut-être au second décès. Mais si c'est un remariage avec une nouvelle épouse, si je me remarie en régime de communauté et je passe par exemple des donations entre époux, je vais favoriser à terme, au décès du survivant, donc de mon conjoint, le bien passera à ses propres enfants.
Donc, accroître la communauté dont la moitié reviendra au conjoint survivant et on peut attribuer, on a vu que le principe au moment de la liquidation du régime, c'est le partage des biens communs par moitié. Mais j'ai pu passer un contrat de mariage où j'ai attribué, par exemple, la totalité des biens communs à mon conjoint survivant. Et ce qu'on appelle un avantage matrimonial, d'ailleurs qui ne sont possibles que sur des biens de la communauté. Pour les familles recomposées, favoriser son conjoint, les enfants communs, voire les enfants de mon conjoint, forcément au détriment de mes enfants du premier lit. Je suis marié pour renforcer la protection, donc pour déshériter, pour froisser la réserve héréditaire de mes enfants, et je vais encore renforcer la protection par des donations entre époux. Mais c'est réservé, bien sûr, aux couples mariés. Donc, donation entre époux, je vais attribuer à mon conjoint la quotité, puisque mon conjoint n'est pas héritier réservataire, hein, on a vu il y a la réserve et la quotité disponible. On a vu qu'il y avait deux quotités disponibles, la quotité disponible ordinaire et la quotité disponible spéciale du conjoint survivant. Attention, les deux quotités ne se cumulent pas, puisqu'il faut impérativement respecter les règles de la réserve héréditaire. Donc la donation entre époux ne prend effet qu'au moment du décès. Et la limite maximum, c'est ce qu'on appelle la quotité disponible spéciale entre époux. Et la forme de la donation entre époux, elle peut prendre trois formes, par contrat de mariage, ou la forme la plus connue, la donation au dernier vivant, ou alors par testament, par exemple. Alors, moi je l'ai faite, j'ai fait une donation entre époux, je veux protéger mon conjoint, donc c'est forcément au détriment de mes enfants, surtout que c'est un remariage. Bien. Et j'ai fait la donation entre époux dans le contrat de mariage. Pourquoi? Parce que, comme je veux privilégier mon conjoint, on a vu tout à l'heure hein, que pour la masse de calcul de la réserve, pour calculer la réserve, on faisait la réunion fictive de toutes les libéralités. Et si on réduit pour atteindre à la réserve, on va réduire d'abord les dernières donations et on remonte comme ça. Voilà. Et la donation, si j'ai fait ma donation entre époux par une donation au dernier vivant ou par testament, eh bien elle est attaquée en premier, puisqu'elle prenne effet au décès. Alors que comme je l'ai fait moi dans le contrat de mariage, elle sera attaquée en dernier, puisqu'on va réduire les libéralités d'abord, hop, 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 et moi je me suis marié avant les donations. Donc éventuellement, vous voyez qu'elle sera sûre, elle sera applicable. Donc les droits du survivant sur la succession, je passe sur l'union libre, le Pax, puisque ici on est dans le mariage. Et si le mariage, soit j'ai fait une donation entre époux, soit je ne l'ai pas fait. Donc, je rappelle qu'en l'absence de donation entre époux, on a ce qu'on appelle les droits légaux du conjoint survivant qui dépendent du nombre d'enfants, qui dépend selon que les enfants sont tous issus ou non du même lit. Si les enfants sont tous issus du même lit, le conjoint survivant peut opter pour soit la totalité en usufruit ou un quart en pleine propriété. Si un enfant qui n'est pas issu des deux époux, bien, un quart en pleine propriété. D'ailleurs, ce quart en pleine propriété, il a pu être épuisé par des donations antérieures éventuellement aux enfants. Donc, méfiance. Et je vais renforcer la protection de mon conjoint avec une donation entre époux, puisque il a droit à la quotité disponible spéciale avec le plus souvent les trois options. Mais je rappelle que les trois options, ce n'est pas obligatoire. On peut limiter tout ça, préciser.
Donc les trois options, soit la quotité disponible ordinaire, soit un quart en pleine propriété de la succession et trois quarts en usufruit, les enfants ne seront que nus propriétaires jusqu'au second décès. Donc vous voyez bien que j'ai froissé la réserve héréditaire. La réserve héréditaire, elle ne s'exprime que sur la nue propriété. Et la nue propriété, le nu propriétaire, les droits du nu propriétaire varient selon la nature des biens sur lesquels repose le démembrement, mais en tout cas, le plus souvent, le nu propriétaire, il a un seul droit, c'est de se taire. Voilà. Mais attention, parce qu'il peut aussi, parfois, s'opposer, par exemple, à la vente d'un bien que l'usufruitier voudrait vendre. Donc c'est pour ça qu'on va consolider ça par une société civile, notamment. C'est après. Donc, et ou alors la totalité en usufruit. Mais la totalité en usufruit, j'y suis pas favorable, sauf si le conjoint veut absolument opter pour cela, mais c'est la mauvaise option bien souvent, parce que l'usufruitier, quelquefois, il n'est pas dans une situation confortable. Je prends un exemple. Madame opte pour la totalité en usufruit, elle réside dans une résidence depuis 3 générations dans la famille, mais qui demande des gros travaux. Et c'est vrai qu'en principe, les gros travaux sont à la charge du nu propriétaire, mais selon la jurisprudence constante, l'usufruitier ne peut pas contraindre le nu propriétaire à réaliser les gros travaux. Donc c'est l'usufruitier qui va se les manger, les gros travaux. Donc ce n'est pas un cadeau. Donc méfiance. Voilà. Et en plus donc de tout ça, le conjoint survivant, il a des droits sur notamment le logement, le mobilier, et l'attribution préférentielle et la pension alimentaire. Alors pour moi, tout ça, ces protections, c'est peanuts, hein, c'est illusoire. Les jouissances temporaires et gratuites du logement pendant 12 mois, ouais. Le droit viager d'habitation et d'usage du mobilier, ah oui, tu parles. Si le conjoint opte pour ces droits-là, eh bien, il ne pourra pas pleinement disposer de la résidence, puisque un droit viager d'habitation ne donne le droit que de l'habiter, pas de le vendre. Donc, méfiance. Donc ici, je rappelle, sans donation entre époux, c'est un graphique qui montre que soit les enfants sont tous issus du même lit ou ne le sont pas. Et s'ils sont tous issus du même lit, les deux options, sauf clause contraire. Sauf clause contraire, les droits légaux du conjoint, donc un quart en pleine propriété ou la totalité en usufruit, on peut totalement les supprimer par testament. On peut supprimer les droits légaux du conjoint. Et si un enfant est issu d'un autre lit, c'est un quart en pleine propriété. Et avec une donation entre époux, on renforce considérablement les droits du conjoint, puisque ici, on a les 3 options. Première option, un enfant, 2 enfants ou 3 enfants, par exemple, hein, si on a des descendants directs. La quotité disponible spéciale du conjoint survivant, on a vu que la première option, c'est la quotité disponible ordinaire qui dépend du nombre d'enfants. Donc s'il y a un enfant, le conjoint survivant bien, prend la moitié. 2 enfants, la quotité disponible est de 1/3, et 3 enfants et plus, 1/4. Le conjoint survivant, la deuxième option, la plus forte, c'est que je bloque tout en optant pour un quart en pleine propriété, 3 quarts en usufruit. Attention au démembrement de propriété. Et enfin, 100% en usufruit, qui n'est pas forcément la bonne affaire. Hein. La donation entre époux, qui prend effet au décès du disposant, la limite maximum, c'est la quotité disponible entre époux, la quotité disponible spéciale, et les 3 formes, contrat de mariage, disposition par testament ou la donation au dernier vivant, l'acte notarié. Et ici, c'est pourquoi moi je l'ai fait dans le contrat de mariage. Pourquoi? Parce que quand on calcule la réserve, on a le décès, je marie
et ensuite je décède, ça c'est sûr, hein, et non l'inverse. Donc, s'il y a une réduction des libéralités pour atteinte à la réserve héréditaire, la règle, c'est qu'on d'abord réduit, on commence par les donations, les libéralités les plus récentes. Et comme une donation au dernier vivant ou un testament, il prend effet au moment du décès, c'est la plus récente. Donc, s'il y a une réduction pour atteinte à la réserve, bien, la donation au dernier vivant peut ne pas s'appliquer, parce qu'elle devra être réduite. Alors que si la donation entre époux a été faite dans le contrat de mariage, ce seront les autres libéralités qui seront réduites. Et donc, je préserve les droits du conjoint survivant. En faisant ça, c'est sûr que, en mettant dans le contrat de mariage, on se prive éventuellement de la possibilité de donner à ses enfants. Mais on peut donner sur la réserve héréditaire. Mais moi, si je choisis de protéger mon conjoint, de renforcer, je trouve que le moindre des choses, enfin, mais ça se fait pas, hein, ça se fait peu souvent, c'est d'inscrire la donation entre époux dans le contrat de mariage. Sinon, on ne sait pas. Et on peut compléter pour les personnes mariées, les couples mariés, la protection de l'être cher, donc au détriment des enfants, les avantages matrimoniaux. Un avantage matrimonial ne sont possibles que sur des biens de la communauté. On a vu précédemment qu'au moment de la succession, de quoi se compose la succession, des biens propres du défunt et de la moitié des biens communs au plus. Et ce plus-là, c'est l'avantage matrimonial. Eh bien, on a vu, attribuer la totalité des biens communs au conjoint survivant. Les enfants n'hériteront qu'au second décès. On distingue 3 clauses, en réalité il y en a plus que ça. L'attribution intégrale de la communauté, la clause de partage inégal de la communauté et, à la mode, le préciput. L'attribution intégrale de la communauté, la clause d'attribution, alors le plus souvent on le fait avec un régime de communauté universelle, mais on n'est pas obligé, hein, on peut le faire avec d'autres régimes de la communauté. Et donc, la clause d'attribution intégrale de la communauté, partage inégal de la communauté, le tiers, les 2 tiers ou toutes les forêts, bon, ou alors le préciput qui porte sur des biens déterminés. Alors, on enseigne toujours ça en master, hein, bon, mais faut se poser la bonne question. Hein. La limite, c'est l'action en retranchement des enfants d'un premier lit. Vous voyez bien que si je me remarie, j'ai un des enfants d'un premier lit, si je me remarie avec le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au dernier vivant, vous voyez bien que le bien passera à mon nouveau conjoint et ensuite à ses héritiers. Donc en faisant ça, je déshérite mes propres enfants, les enfants du premier lit. C'est pour ça que la loi leur accorde l'action en retranchement. Ça veut dire qu'au moment de mon décès, nous ne pourrons pas agir avant pour se dire « Oh, ma réserve héréditaire, pas toucher à ma réserve ». Donc, on va considérer que vous n'aviez pas passé ce nouveau régime. Mais on peut très bien se marier sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale. Ça peut être le choix du régime avant d'avoir des enfants. Là, ils n'ont aucun droit d'action en retranchement, hein, puisque je me suis marié avant la naissance. Donc l'action en retranchement. Et les avantages que j'ai pu accorder à mon conjoint sont réduits à la quotité disponible ordinaire.
Et on peut, si j'ai des enfants d'un premier lit, eh bien, je peux attribuer, pour préserver la réserve héréditaire, je peux faire un avantage matrimonial en usufruit. Donc, je ne touche pas à leur réserve héréditaire, mais ici, la réserve héréditaire s'exprime sur la nue propriété, comme si j'avais fait une donation entre époux. Donc, je fais un avantage matrimonial sur l'usufruit. Ils n'hériteront en pleine propriété qu'au moment du décès de mon conjoint. Donc, en faisant ça, je paralyse l'action en retranchement. Ils ne peuvent pas réduire, puisqu'ils ont été allotis de leur réserve héréditaire. Et si l'usufruit provient d'une libéralité, ils peuvent demander la conversion en rente viagère, mais si l'avantage matrimonial résulte du contrat de mariage, ils ne pourront pas ici demander la conversion en rente viagère. Donc je paralyse vraiment l'action en retranchement. Alors, inconvénient de la clause en usufruit, la mésentente entre les héritiers nus propriétaires, ça risque fort, puisque j'ai pris toutes les dispositions pour renforcer la protection de mon conjoint au détriment des enfants. Et à ce moment-là, on a les problèmes du démembrement de propriété. Je vous invite à vous reporter sur la vidéo les problèmes du démembrement de propriété. Et je vais alléger les problèmes du démembrement de propriété, que sont essentiellement la perte des pouvoirs de gestion. Si je suis usufruitier d'un immeuble, il me faut l'accord de tous les nus propriétaires pour vendre l'immeuble. Pour éviter d'avoir à recueillir l'accord des autres, eh bien, si je détiens les biens dans une société civile et que mon conjoint survivant est gérant, il n'y aura pas, si l'objet social est très large, donc je reviendrai, société civile et SAS, eh bien, le conjoint survivant pourra gérer tous les biens sans avoir à recueillir l'accord des nus propriétaires des parts sociales. Puisque le bien, lui, est détenu en pleine propriété par la société. Donc, si le gérant décide de vendre le bien, les autres n'ont rien à dire. Et je peux aussi préciser dans le contrat de mariage les pouvoirs de l'usufruitier. Mais voilà, la société civile ou la SAS va éradiquer tous les problèmes du démembrement de propriété. L'autre inconvénient de la clause en usufruit, c'est en présence de dettes importantes. Ici, avec un avantage matrimonial, c'est l'usufruitier qui supporte la totalité du remboursement des dettes. Juste une précision, en cas de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au dernier vivant, que se passe-t-il au niveau de la prestation compensatoire due par l'un des époux? La situation est que le conjoint survivant reçoit l'intégralité de l'actif et corrélativement du passif de la communauté. La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère est une dette commune. En conséquence, le conjoint survivant doit payer la rente due par son défunt mari. Donc attention. C'est la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale. Donc on a vu le mariage, la donation entre époux, les avantages matrimoniaux. Mais si le client ne veut pas se marier, bon, quelles sont les autres solutions? Le quasi-usufruit. Quasi-usufruit, le démembrement de propriété. Donc définition, pouvoir et les obligations du quasi-usufruitier, et le quasi-usufruit peut porter sur quel bien? Définition, 587 du Code civil, les choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, telles que l'argent, les grains et les liqueurs. L'usufruitier a le droit de s'en servir, de tout consommer. Il a une seule obligation, c'est de rendre à son décès ce qu'il a consommé. Alors, vous voyez bien que moi, avoir la charge de rendre à mon décès, moi je veux bien ça tous les jours. Bon.
Ça, c'est l'usufruit, le quasi-usufruit légal. Parce qu'on distingue le quasi-usufruit légal, le 587 du Code civil, mais on va pouvoir conventionnellement faire des quasi-usufruits. Et les liquidités qui résultent d'une situation subie relèvent du quasi-usufruit. Je prends un exemple, je décède, toutes les liquidités présentes dans le patrimoine relèvent du quasi-usufruit. Le conjoint survivant peut consommer toutes les liquidités. Une indemnité d'expropriation, par exemple, quasi-usufruit. Les remboursements d'obligations à l'échéance. Vous voyez, c'est des situations subies. Transformation en liquidité. Quels sont les pouvoirs, les obligations du quasi-usufruitier? Le quasi-usufruitier est un quasi-propriétaire, puisqu'il a le droit de se servir, de consommer le bien. Le quasi-usufruit s'éteint au décès de son titulaire. C'est un droit viager. Et il a l'obligation de restituer à son décès. Alors ça, je vais passer, c'est une créance de restitution, mais l'objectif n'est pas là, au plan fiscal, on va écarter cet aspect-là aussi, ce n'est pas le sujet, mais l'idée c'est que je veux protéger ici la personne, et donc quasi-usufruit. Attention, le quasi-usufruit, toujours, doit respecter les règles de la réserve héréditaire. Si je veux protéger, alors si c'est le conjoint survivant, je vais pouvoir faire porter le quasi-usufruit sur la totalité de la succession, on va le voir. Mais si c'est un partenaire pacsé ou un conjoint survivant, attention, je ne pourrai faire porter l'usufruit et donc le quasi-usufruit que sur des biens à hauteur de la quotité disponible ordinaire. Sinon, ça sera réductible. Donc le nu propriétaire, il a le droit de se taire. Voilà. Il n'a aucun droit sur le bien. Il ne peut même pas vendre sa nue propriété. Rien du tout. Il attend tranquillement, ou moins tranquillement, le décès du quasi-usufruitier. Et il dispose d'un droit de créance qu'il pourra faire valoir au moment du décès du quasi-usufruitier. S'il reste quelque chose de la succession. Je passe au plan fiscal. C'est peut-être une créance déductible de l'actif successoral sous certaines conditions. Notamment s'il s'agit de quasi-usufruit subi. L'étendue du quasi-usufruit, donc on distingue le quasi-usufruit légal et le quasi-usufruit conventionnel. Donc, légal, c'est sur tous les actifs monétaires au moment du décès, présents au moment du décès, ou qui résultent d'une transformation subie, ou alors une indemnité d'éviction, par exemple. Et le quasi, usufruit conventionnel, alors la doctrine est divisée, mais la doctrine, je m'en fiche complètement. Moi, ce qui m'importe, c'est que la jurisprudence autorise la possibilité d'un quasi-usufruit sur des biens de toute nature, y compris des biens immobiliers. Alors c'est vrai qu'on peut difficilement imaginer qu'on peut consommer un immeuble, mais voilà, la jurisprudence, par convention, autorise un quasi-usufruit sur toute nature de biens. L'assurance vie. L'assurance vie, elle n'est ni réductible pour atteinte à la réserve héréditaire, ni rapportable à la succession. L'assurance vie ne fait pas partie de la succession, sauf si les primes ont été manifestement exagérées. Le caractère manifestement exagéré, eh bien, s'apprécie au moment du versement de la prime, pas au moment du décès. Donc voici les articles du Code des assurances. Sauf prime manifestement exagérée. Donc le critère s'apprécie au moment du versement.
et non pas au moment du décès. Et le juge a le plein pouvoir pour apprécier si les primes sont manifestement exagérées. Donc, il doit tenir compte de l'âge, des situations patrimoniales, familiales, ainsi que l'utilité du contrat. Mais attention, hein, c'est à chaque fois le juge a les pleins pouvoirs pour apprécier si les primes sont ou non manifestement exagérées. Mais on a une jurisprudence encore récente qui affirme, bien sûr, que même si ça porte atteinte à la réserve, ce n'est pas parce que ça porte atteinte à la réserve héréditaire que les primes sont manifestement exagérées. Donc la question, c'est que je me méfie du pouvoir souverain du juge. Précision, c'est qu'on peut aussi, dans certaines situations, ça peut être utile de vouloir que l'assurance vie soit intégrée, soit prise en compte pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible ordinaire. C'est juste une précision. Société civile et des parts de préférence. La liberté statutaire. La réserve héréditaire s'exprime en montant. Ah, voilà. On a vu, hein? Bien existant au décès, plus réunion fictive de toutes les libéralités. Et après, on regarde en fonction du nombre d'enfants et on la calcule en valeur. Pour la société civile, comme pour la SAS, liberté statutaire pour organiser les pouvoirs. Il n'y a pas de réserve héréditaire sur les pouvoirs. Il n'y a pas de réserve héréditaire sur le dividende. Donc, si je veux avantager l'être cher, il n'y a pas besoin forcément de se marier. Hein. Quand on ne veut pas. Mais j'ai coutume de dire que la société civile est un ersatz au contrat de mariage. Et même, il est bien plus efficace quand le client demande « Tiens, j'ai pour priorité de transmettre mon patrimoine et de protéger mon conjoint. » Et je pose la question toujours, hein, parce que le plus souvent, il a fait une donation au dernier vivant, et je dis entre les deux, votre conjoint et vos enfants, vous préférez qui ? Et il me regarde, il dit, on ne peut pas poser la question comme ça. Je dis non, c'est vrai, mais parce que si vous attribuez un capital à votre conjoint, c'est ce que vous ne transmettez pas à vos enfants. Voilà. Donc il faut choisir. Eh bien, la société civile, elle ne pose pas le choix. Elle n'impose pas de choix. Vous voyez bien que je peux être le conjoint survivant ou mon partenaire pacsé ou qui je veux peut être minoritaire en capital, mais majoritaire en pouvoir, donc prendre toutes les décisions, et majoritaire en droit financier, au dividende. Toc. Il n'y a pas de réserve héréditaire sur ces sujets-là. Et je peux même mettre des clauses, éventuellement j'accueille les héritiers réservataires, et je mets des clauses ensuite pour exclure mes enfants, non, je plaisante, avec des clauses d'exclusion et je détermine dans les statutairement la valeur du prix de rachat des parts sociales ou des actions de SAS en cas d'exclusion. Je prends un exemple, j'écris, alors dans la SAS, je sais que c'est possible, mais dans la société civile, c'est pas interdit, c'est donc autorisé. Et dès lors que je dis que je t'exclus et à 1 euro, alors que la valeur de l'action est de 10 000 euros, vous voyez bien que quelque part, indirectement, j'ai des héritiers après. Pas au moment de l'attribution du partage de la succession, mais après, voilà. Alors, attention, voilà. Mais j'ai jamais expérimenté ces choses-là devant la jurisprudence. Hein. Donc, société civile, la liberté statutaire. Donc, on fait ce qu'on veut dans les statuts pour organiser la gouvernance, les pouvoirs et la répartition du dividende. Pour la SAS, c'est pareil.
liberté statutaire. Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Et on enlève les AGO, les AGE. J'ai pas envie que mes enfants assistent à des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. Donc ça n'existe pas dans la SAS. Il faut simplement ne pas le mettre dans les statuts. Je mets des clauses d'agrément, d'inaliénabilité, voire d'exclusion. Et la société civile, comme la SAS, c'est ce qu'on dit souvent, c'est une exception à l'interdiction, prohibition des pactes sur succession future. Vous voyez que je peux mettre des clauses d'agrément et ne pas agréer, par exemple, les héritiers, donc mes enfants. Ils devront recevoir leur réserve héréditaire, mais je peux totalement ne pas les faire rentrer dans la société. Donc je vais dissocier, vous voyez, la société civile, comme la SAS, permet à chaque fois de dissocier l'avoir. Donc les enfants vont recevoir la part du capital, mais ils rentrent au capital de la société, mais ils n'ont qu'un seul droit, c'est de la fermer. Il y aura des décisions dites collectives, pour lesquelles je ne pourrais pas les interdire, les empêcher de voter, mais vous voyez bien que si je dis que le vote, c'est uniquement par écrit, c'est oui ou c'est non. Et toute autre réponse est considérée comme nulle. Et de toute façon, vous votez, mais vous voyez bien que comme je suis majoritaire en droit de vote, même si je détiens 1% du capital, il n'y a que moi qui vote. Donc, vous pouvez voter. Donc, là aussi, les stratégies d'affectation des réserves, des bénéfices en réserve ou en report à nouveau, des clauses d'inaliénabilité, d'agrément, d'exclusion. Je peux aussi m'accorder une prime de rachat des parts, je fais une réduction de capital et je m'attribue une prime de rachat. Alors là aussi, pour la SAS, c'est écrit dans le Code du commerce. Ce n'est pas écrit dans le Code civil pour la société civile. Donc la SAS renforce et peut-être parfois mieux adapté, mais on est à l'IS en termes de pouvoir. Parce que si j'ai des conflits, une SAS, j'ai affaire au juge du tribunal commercial, qui est beaucoup plus souple, en général, que le juge civil. Le juge civil, qu'est-ce que c'est que ces statuts Donc, que je sois, ou que le conjoint survivant soit usufruitier ou pas, d'ailleurs, ou non, puisque si c'est mon concubin ou mon partenaire pacsé, il n'y aura pas de l'usufruit sur la totalité des parts, mais il ou elle détiendra des parts de préférence. J'aurai nommé dans les statuts le gérant successif ou président successif, et donc les pleins pouvoirs pour gérer le patrimoine de la société. Et s'il y a un démembrement de propriété, le nu propriétaire, il ne peut rien faire. Voilà, je vous ai indiqué les clauses auxquelles il faut être plus particulièrement attentif pour attribuer tous les pouvoirs à l'être cher. Je vais mettre même que les statuts peuvent être modifiés par telle personne, l'être cher, sans avoir à référer aux autres. Ce n'est pas forcément une décision collective. Ou à la majorité des droits de vote. Et comme il ou elle aura la majorité des droits de vote, il décidera seul de modifier les statuts. Il ne faut pas que ça entraîne un accroissement des engagements des associés. En quel cas, il faudrait l'unanimité. Bon. Donc, voilà ma philosophie le plus souvent. J'ai le gérant et les associés. Donc, je soumets au gérant les décisions qui concernent toute la gestion du patrimoine de la société. Et je choisis un objet social très large. Puisque les pouvoirs de gérant d'une société civile, c'est l'objet social. Or, je vois souvent des objets sociaux très très longs. Moi, je fais très court. Voilà. Le gérant, il peut accomplir tous les actes de nature civile. Tout simplement. Et les associés, je vais attribuer bien sûr un droit de vote plural à l'être cher que je veux protéger, à moi d'abord, puis ensuite à l'être cher, et je vais soumettre les décisions aux associés en ce qui concerne les modifications des statuts,
le dividende, l'entrée et la sortie des associés, la nomination du liquidateur, la rémunération de la gérance, tout ça, mais comme l'être cher aura seul les pouvoirs, elle seule pourra voter. Enfin, tout le monde votera, mais il votera plus que les autres. Donc, voilà, je mets des hiérarchies dans les statuts. Premier associé pour les décisions majeures, majorité des droits de vote, et puis la majorité des droits de vote lorsqu'il s'agit d'une décision que la loi qualifie de collective. On ne peut, pour les décisions dites collectives, on ne peut pas empêcher un associé du droit de participer et de voter. Donc on va l'accueillir, vote, mais uniquement par écrit. Voilà, c'est oui ou c'est non. Il faut écarter ici les risques de discussions houleuses en assemblée. Exemple, société civile, protéger le partenaire, concubin ou conjoint au détriment des héritiers enfants réservataires. Exemple, monsieur 50 ans est marié en seconde noces avec madame sous le régime de la séparation de biens avec une donation au dernier vivant. Et monsieur a 3 enfants d'un premier lit. Son épouse et ses propres enfants ne s'entendent pas. Il détient un patrimoine plus important que madame et il souhaite, en cas de décès, de favoriser son conjoint, partenaire ou concubin en lui évitant les risques de conflit d'une indivision avec ses enfants. Et il est intéressé par un immeuble locatif de 410 000 € qui dégage une rentabilité de 4% l'an. Monsieur et madame créent une société civile à capital faible, 1 000 €, 90% des parts pour madame, 9 000 €, et 1 000 € pour moi. Alors je m'attribue bien sûr les pleins pouvoirs d'abord, on ne sait jamais. La société emprunte 170 000 € à 5% pendant 15 ans, de telle sorte que la trésorerie est à l'équilibre chaque année. Et monsieur va financer l'acquisition par un apport en compte courant d'associé. Et s'il est gentil avec ses propres enfants, il peut souscrire une temporaire d'essai, une assurance temporaire d'essai, pour couvrir éventuellement, en cas de décès, le remboursement de son compte courant d'associé. Donc voici le bilan d'ouverture de la société, capital 10 000, dont 9 000 pour madame, compte courant de monsieur 230 000, l'emprunt 170 000, et à l'actif, l'immeuble de 410 000 €. Monsieur décède, la succession ne porte que sur 10% du capital de la société, puisqu'il avait 10% au moment de la souscription, et le cas échéant, du solde du compte courant, qui peut être remboursé par l'assurance décès. Bénéficiaire d'une donation entre époux, madame va opter ici pour un quart en pleine propriété et 3 quarts en usufruit. Finalement, les enfants ne sont que nus propriétaires sur 3 quarts de 10% du capital, sur 750 €. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Madame avec un droit de vote plural sur les parts qu'elle détient, en pleine propriété, une répartition du dividende proportionnelle par exemple au droit de vote, ben elle va percevoir la quasi-totalité du résultat de la société, donc la quasi-totalité des loyers. La seule limite, c'est qu'on ne peut pas priver un associé de tout droit au bénéfice ou de lui imputer la totalité des pertes. Donc avec un apport de 9 000 € seulement, vous voyez la rentabilité, le taux de rentabilité, comme on dit, il est particulièrement fort. Voilà. L'investissement, il est rentabilisé dès la première année. Société civile avec démembrement croisé de parts sociales. Alors ça plaît beaucoup aux ingénieurs patrimoniaux, bon, mais pas forcément. C'est pas forcément une solution à proposer aux clients. D'abord, c'est compliqué. Alors, pour l'ingénieur patrimonial, c'est parfait. Mais on va voir les problèmes, les inconvénients. Donc, voilà le résultat qu'on va obtenir. C'est que monsieur
va détenir l'usufruit de la moitié des parts sociales et la nue propriété de l'autre moitié. Pareil pour madame. Et on fait mourir monsieur. Vous voyez bien que les parts en usufruit 1 à 50 s'éteignent. Et madame devient plein propriétaire des parts bleues au décès de l'usufruitier. Et madame reste usufruitière des parts en rouge de 51 à 100. Les héritiers, les enfants de monsieur, ils reçoivent simplement la nue propriété en rouge, 51 à 100. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Avec une rédaction appropriée des statuts, ils vont tranquillement attendre. Hein. Monsieur décède, donc l'usufruit des parts 1 à 50 s'éteint, madame devient plein propriétaire de ses parts en bleu, elle conserve l'usufruit des parts en rouge, 51 à 100, les héritiers reçoivent la nue propriété de la moitié des parts sociales. Alors, conséquence fiscale, au moment de l'échange, les droits de mutation de 5% sont dus sur le montant du lot le plus élevé, soit 50%, valeur fiscale de la nue propriété de monsieur, 55 ans, de la moitié de la valeur des parts. Donc, c'est très faible en fait, hein, c'est du 2,5% à peu près. Bon. Alors, c'est vrai que ça peut paraître cher par rapport à des époux mariés, mais quand on aime, on ne compte pas. Alors ici, dans cette situation-là, ne jamais choisir un capital faible, toujours prendre un capital fort. Pourquoi? Parce que s'il y a un compte courant, eh bien, en cas de décès, ce sont les héritiers qui auront droit au compte courant. Et si on a mal rédigé les statuts, un compte courant, il est exigible à tout moment. Donc, impérativement, un capital fort. Si vous rencontrez des personnes avec, comme ça, des membres croisés avec un capital faible, il faut leur conseiller d'intégrer le compte courant au capital. Et si, pour des raisons fiscales, hein, s'ils avaient plus de 61 ans, ils auraient dû plutôt intérêt à échanger l'usufruit, parce que la valeur fiscale de l'usufruit est moins forte avec l'âge. Le prêt à usage ou commodat, toujours pour protéger l'être cher au détriment d'un enfant, mais ça peut être aussi pour favoriser un enfant au détriment des autres. Donc de quoi s'agit-il? C'est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir à charge par le preneur de le rendre après s'en être servi. Il s'agit d'un prêt gratuit applicable aux biens qui ne se consomment pas par l'usage. Il n'y a pas d'appauvrissement du donateur, il n'y a pas de transfert de propriété, c'est un prêt gratuit. L'emprunteur peut utiliser la chose, pas d'en récolter le fruit, et il a l'obligation de restitution. Pas de restitution obligatoire en cas de perte de la chose, à moins que l'emprunteur y soit responsable. Et le prêteur, lui, il ne peut pas revenir sur sa décision. Il ne peut pas demander la restitution du bien pendant toute la durée convenue. Ni les héritiers. Donc voilà, les héritiers ne sont pas dépossédés. Ils reçoivent leur réserve héréditaire. Simplement, le bien a été prêté. Et donc, ils ne peuvent pas demander la restitution du bien, sauf cas exceptionnel. Exemple de prêt à usage, l'acte qui confère la jouissance gratuite d'un immeuble. Et les héritiers sont tenus par les termes du contrat. Voilà, ils peuvent éventuellement demander la restitution en cas de besoin pressant et imprévu.
Voici les obligations du prêteur, rembourser à l'emprunteur les dépenses extraordinaires qu'il a engagées. On distingue deux durées, la durée déterminée ou indéterminée. On sera ici vigilant à faire une durée déterminée. Parce que si la durée est indéterminée, eh bien le prêteur peut mettre fin au prêt gratuit en respectant un certain délai raisonnable. Mais sinon, s'il est par exemple, le prêt est conclu durant toute la vie de la personne à protéger, c'est une durée fixe, eh bien c'est tout à fait valable. On fait échec aux héritiers réservataires. L'important, c'est de favoriser une personne, donc c'est de favoriser l'utilisation des biens, pas forcément la possession. Donc voici, on renforce éventuellement le commodat sur un immeuble détenu par une société civile, en lui donnant la possibilité d'habiter la résidence gratuitement sans devoir à verser une indemnité d'occupation. Donc c'est des jurisprudences constantes. Donc il y a intérêt, si on fait porter un prêt à usage sur un bien détenu par une société civile, voire sur les parts de la société civile, mais c'est inutile. Mais il y a tout intérêt à le prévoir dans l'objet social. Donc mon objet social, c'est la société peut accomplir tous les actes civils, et je précise, y compris le prêt gratuit. Le legs universel, le légataire universel reçoit toute la succession. D'être comprise, il est propriétaire de la totalité des biens qui composent la succession. Il peut librement disposer. Donc vous voyez bien qu'il modifie, même en présence d'héritiers réservataires. Donc mon être cher, il est légataire universel, il reçoit toute la succession. Simplement, comme on ne doit pas toucher à la réserve héréditaire, eh bien le legs est réductible pour atteinte à la réserve. Il reçoit donc toute la succession, mais il devra verser une soulte, une indemnité ici, aux héritiers réservataires, donc vendre des biens. La tontine. La tontine, appelée aussi clause d'accroissement, ça consiste à des personnes achètent ensemble un bien, par exemple l'immobilier, et précisent que l'acquisition est faite pour le compte de la personne survivante. Et celui qui décède en premier, les acquéreurs, il est censé n'avoir jamais eu la propriété du bien. C'est la personne survivante qui est considérée comme avoir été la seule propriétaire depuis le jour de l'acquisition. Donc au plan civil, si je décède en premier, mes enfants, ils n'ont rien. Ils n'ont aucun droit réservataire sur ce bien sous tontine, puisqu'ils passent aux survivants et je suis supposé, réputé, n'avoir jamais été propriétaire du bien. Donc pas de règle de la réserve héréditaire. Alors il faut remplir deux conditions pour la validité de la tontine. C'est que chacun ait la même chance de survie et qu'il y a un financement égalitaire. Alors, l'un ou l'autre, ça veut dire l'un et l'autre d'ailleurs. Si je suis par exemple âgé, donc je risque de décéder en premier, eh bien si j'ai un patrimoine plus important, ça compense les deux. Fiscalité de la tontine, je passe parce que ce n'est pas ce qu'on vise, je voulais simplement indiquer les droits de mutation à titre gratuit.
exception pour l'habitation principale, si la valeur est inférieure à 76 000 euros. Je passe. Et on peut penser à une tontine sur les parts sociales. Cour d'appel de Chambéry de 2003, le contrat de société n'est pas un contrat d'acquisition en commun. Les droits de mutation à titre onéreux et non à titre gratuit sont dus. Donc 5% au lieu éventuellement de 60%. Ça reste à confirmer par la jurisprudence, je pense. Donc méfiance sur la tontine, sur les parts sociales. Et puis il faut toujours vérifier que les deux conditions d'âge et de financement, et ou de financement, sont remplies. Donc je vois des clauses de tontine dans des parts de société civile, mais ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne si la personne est jeune et très riche, et la personne qui a 30 ans de plus est pauvre. Mais dans la réalité, c'est l'inverse. Donc inapplicable. Donc je vous ai mis ici le détail de la cour d'appel de Chambéry. Donc, réduction de la fiscalité. Inconvénient de la tontine, il n'y a pas d'indivision entre les acquéreurs, le partage est impossible, puis en cas de discorde, l'un peut refuser de résilier le pacte. Et puis, pour obtenir un crédit, c'est quasiment impossible pour l'acquisition en tontine d'un immeuble, parce que la banque, elle ne sait pas qui sera le propriétaire. Et la non-déductibilité éventuelle de la dette. Et enfin, la résidence habituelle à l'étranger. Compétence juridique, la règle de la réserve héréditaire française n'est pas d'ordre public. Revirement de la jurisprudence, donc ici, la Cour européenne qui est revenue sur la décision de la jurisprudence française. La règle, c'est qu'on a le libre choix de la loi applicable pour régir la succession. Un ressortissant d'un État tiers résidant dans un État membre de l'Union peut choisir la loi de l'État tiers ou celle de l'État membre. Alors, la plupart des pays européens sont de tradition romaine et il peut exister les règles de la réserve héréditaire. Mais dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas de règle de réserve héréditaire. Principe de la loi applicable à l'ensemble des biens d'une succession et principe et exception. Donc le principe, la loi de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Sauf s'il y a des liens manifestement plus étroits avec un autre État. Et l'exception, c'est la possibilité, c'est ce qu'on va faire, de choisir sa loi nationale, la loi de l'État dont la personne possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. Donc avec un testament, je peux choisir la loi de l'État de la nationalité du défunt au moment du choix ou du décès. Voilà. C'est un extrait du cours de la formation Transmission de patrimoine. Je vous remercie.